Il y a 2 semaines, nous sommes restés sur les victoires de la République face aux monarchies européennes. 20 ans plus tard, ce sont ces mêmes monarchies qui sont à la manœuvre avec un but, faire tomber Napoléon Ier. Bonjour, je suis Grégory Barbier, je vous raconte les grandes histoires de l'Est. Napoléon avait visé haut, peut-être un peu trop. L'empereur a voulu conquérir l'Europe entière, mais après 1812 et la désastreuse campagne de Russie, il doit se replier, revenir en France, alors que toute l'Europe se ligue contre lui. Le reste du continent va désormais poursuivre un but, le chasser du pouvoir en conquérant Paris. Au-delà des 70 000 hommes démoralisés et épuisés qui repassent le Rhin, notre pays est saigné par plus de 20 ans de guerre. Difficile désormais de trouver des jeunes hommes à envoyer au front. Les nouveaux soldats sont formés rapidement, mal équipés et inexpérimentés, des manques qu'ils vont toutefois compenser par un indéniable courage. Mais l'empereur a un autre problème, politique cette fois. Fin 1813, le corps législatif exige des négociations de paix. L'unité nationale est en train de se déliter. Et les amis de Bonaparte prennent leur distance. L'économie est à bout de souffle, c'est la grogne générale. Et c'est évidemment la coalition européenne qui va en profiter. Elle le répète, nous ne faisons pas la guerre à la France, mais à Napoléon. Les ennemis avancent. Ils arrivent en France, ils sont 2 à diriger l'attaque. On a d'abord l'Autrichien Karl Philipp Schwarzenberg, la quarantaine avec des cheveux un petit peu bouclés et des rouflaquettes. Lui, c'est le prudent. Il cherche à éviter l'affrontement direct, il craint le génie militaire de Napoléon. Son but est de réunir le plus de militaires possible pour écraser les Français sous le nombre. Le deuxième, c'est Blücher. Il a maintenant 70 ans, des cheveux blancs, mais toujours un regard conquérant. Ce qu'il fait avancer, sa francophobie. C'est simple, il nous déteste depuis que l'armée prussienne a perdu à Iéna, et au contraire de Schwarzenberg, lui prône une tactique résolument offensive. 2 façons de voir qui vont vite générer des incohérences, qui vont jouer en leur défaveur. Mais d'abord, tout va bien se passer pour les 2 armées d'outre-Rhin. Les cols des Vosges ont été abandonnés par les maréchaux français, les ponts franchissant la Moselle et la Meuse n'ont même pas été détruits avant leur arrivée. Nancy a été complètement abandonnée, Metz, elle, résiste, elle est en état de siège dès janvier 1814, tout comme Belfort ou Thionville. Napoléon a besoin de temps pour regrouper son armée. Tout le monde se rassemble le 25 janvier 1814 à Châlons-sur-Marne, c'est le début de l'offensive. L'empereur veut à tout prix éviter la jonction entre les armées de Schwarzenberg et celles de Blücher. Une première victoire va pousser Napoléon à poursuivre son avancée sans vraiment prendre en compte la supériorité numérique de l'ennemi. Et à 45 000 contre 150 000 coalisés, c'est un échec cuisant, lourd sur le plan humain, et l'armée française doit se retirer à Troyes. La situation de l'empereur paraît alors désespérée, et les monarchies européennes en profitent pour pousser leurs revendications. Des exigences lourdes, comme le retour aux frontières de 1791 et la mise au ban de l'Europe, que Napoléon va évidemment rejeter. Les négociations échouent le 8 février 1814. Schwarzenberg et Blücher vont-ils profiter de ce moment de faiblesse de Napoléon ? Eh bien non. Autant par excès de confiance qu'à cause de leur dissension, ils ne marchent plus ensemble et chacun veut être le premier arrivé à Paris. Une faille que va vite exploiter le stratège Napoléon. Au lieu d'affronter une grande armée, il n'y aura que des petits groupes, plus faciles à affronter et donc à battre. La preuve, les ennemis reculent vite de 120 km et ils perdent même 25 000 hommes. Mais ça ne suffit pas. Paris est sauvé, mais ce n'est que provisoire. Schwarzenberg d'un côté et Blücher de l'autre repartent à l'assaut. L'étau se resserre, notamment après un nouvel affrontement et un nouvel échec à Arcis-sur-Aube. 2 puissantes colonnes avancent désormais vers la capitale. C'est l'heure d'une ultime manœuvre, un plan de la dernière chance pour Napoléon. Un coup de poker en fait. Il va lancer ses garnisons vers l'est, en se disant que parmi les Autrichiens et les Prussiens, certains vont suivre les Français, le temps que d'autres maréchaux viennent renforcer la protection de Paris. Sur le papier, ça peut marcher, sauf que le papier justement, c'est ce qui va perdre Napoléon. Sa lettre annonçant le plan est interceptée, les ennemis entrent dans Paris et les maréchaux leur ouvrent les portes de la capitale. Napoléon est désabusé, il ne peut qu'accepter une abdication inconditionnelle. Les monarchies européennes ont gagné, Napoléon est déchu, il va même être exilé sur l'île d'Elbe. Et je vous parlais tout à l'heure de la résistance de Metz. La ville a tenu bon jusqu'à la déchéance de l'empereur. Belfort a même fait mieux, la ville va continuer de résister jusqu'à 6 jours après la fin des combats. Ça reste encore aujourd'hui le plus long siège de la ville.
avec 113 jours de résistance. C'était les grandes batailles dans la série Les grandes histoires de l'Est. Dans 15 jours, on avance encore un petit peu plus dans le temps avec une guerre marquante pour l'Alsace et la Lorraine, celle de 1870. Et si vous voulez approfondir le sujet, il y a un livre, Les grandes batailles, et un article avec des représentations des combats de cette campagne de France. Les liens sont dans la description du podcast. À dans 2 semaines.